très heureux d'accueillir Véronique Marino et André Harvey de la Cogency pour cette conférence. Mais avant, je suis aussi très heureux de recevoir Jean-François Dubé, directeur général du FRIC, Front des réalisateurs indépendants du Canada, qui va vous présenter de quoi nous allons parler aujourd'hui. Alors, Jean-François, je t'invite à monter sur scène et à prendre la parole. Merci. Merci, Sven. Et donc, c'est ça. Donc, aujourd'hui, on va parler d'un projet qu'on a développé au FRIC avec la Cogency. Puis avant de céder la parole à Véronique et André, je vais peut-être juste faire une petite prémisse pour vous expliquer d'où est venu le projet. Et donc, la découvrabilité est présente dans tous les organismes sous différentes formes. Et puis, excusez-moi, pardon. Et donc, au niveau des arts médiatiques, c'est souvent demandé auprès des créateurs, des producteurs. Et puis, on avait fait on a donné un premier atelier en 2019 dans le cadre du Forum du FRIC avec la Cogency. Et durant cet atelier-là, les membres du FRIC ont été un peu confrontés à la découvrabilité, comment on peut intégrer ça, techniquement c'est quoi, c'est de la programmation, Wikidata, etc., etc. Et puis, on s'est vite rendu compte que c'est une job à temps plein. On ne peut pas s'improviser programmeur. Et surtout dans le cadre d'un projet créatif où les créateurs et les créatrices ont d'autres choses à faire, doivent créer une œuvre, on s'est rendu compte de beaucoup de problématiques par rapport à ça. Et donc, toujours dans notre réflexion, on voulait développer un projet pour la découvrabilité des membres. Et c'est en discutant avec André et Véronique qu'on s'est rendu compte que la meilleure façon de le faire, c'était dans le fond d'approcher une compagnie comme la Cogency et d'avoir un projet clé en main où les membres, dans le fond, ce n'est pas une formation pour eux, mais eux doivent contribuer en donnant leurs informations, mais sans être impliqués dans la programmation. Et donc, c'est un projet, on est allé chercher du financement auprès du Conseil des arts du Canada. D'ailleurs, on n'a vraiment pas eu de problème, ça a super bien été pour la demande et on a eu tout le montant qu'on voulait. Et c'est dans les fonds stratégiques, c'est Fonds pour la stratégie d'accès au marché pour les CLOSM. Je vous invite et je vous incite à faire des demandes dans ce programme. Et finalement, on a fait le projet sur 2 ans. Et puis pour l'instant, c'est ça. Je pense que je vais céder la parole à Véronique et André. Puis, on pourra probablement discuter après la présentation. Si vous avez des questions plus techniques au niveau de l'organisme, qu'est-ce que nous, on a apporté, qu'est-ce qu'on a fait et autres. Donc voilà. J'invite André et Véronique à venir sur la scène. Oui. J'aimerais monter sur la... Là, tu es dans l'écran. J'étais dans l'écran. André, il faut que tu montes encore monte un petit... Voilà, parfait. Est-ce que vous nous entendez toutes les deux? Oui, est-ce que vous nous entendez? Formidable. Oui? Bon, mais parfait. On ne bouge plus. Merci Jean-François pour cette introduction. Merci Sven pour l'invitation. Donc, oui, effectivement, la Cogency a travaillé sur le mandat du FRIC de rendre découvrables les membres du FRIC. Et là, aujourd'hui, ce qu'on va vous présenter, dans le fond, c'est on va faire un retour, en fait, sur la découvrabilité, c'est quoi? On va se questionner sur pourquoi c'est si en demande aujourd'hui. Donc, on va aller voir les dessous. Et puis, on va vous montrer aussi les résultats du travail qu'on a fait pour le FRIC et on va vous montrer aussi des résultats qu'on a obtenus sur d'autres mandats en audiovisuel. Je pense que ça vaut vraiment la peine de vous les montrer parce que c'est la preuve que ça fonctionne. Donc, voilà. Véronique? Oui, je vais prendre le contrôle de votre écran et du mien. Je vais partager notre petite présentation PowerPoint. C'est parti. Ouais. Et c'est parti.
Est-ce que tout le monde voit André, juste me dire si tout le monde voit le partage, si c'est correct. Oui, parce que ça a l'air beau. Super. Écoute, on y va alors. Donc, en fait, l'agenda, comme André, vous le mettez en perspective, on va faire un petit recap vite de pourquoi c'est si important, puis pourquoi est-ce qu'on en parle et qu'on veut et qu'on en fait la découvrabilité. Donc, c'est juste pour ramener tout le monde un petit peu au même niveau de connaissance et de reconnaissance de l'enjeu. Et ensuite, effectivement, on va passer à travers les études de cas et on va rappeler tout ça autour des bonnes pratiques à retenir. Donc, pourquoi est-ce qu'on en parle autant depuis quelques années? Rapidement, 1990, sur Internet, on reliait des pages. Ensuite, dans les années 2000, on a commencé à relier des personnes. Donc, on a vu émerger les réseaux sociaux, la relation entre les gens. Et depuis les années 2010, on est beaucoup dans toute la construction de ce qu'on appelle le web des données, donc le web sémantique. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on est passé d'un objet qui est une page à relier des idées qui sont des données, des concepts, les 3.0. Tout ça est rendu possible. Pourquoi? C'est parce qu'en fait, on a une évolution en parallèle qui est fondamentale pour l'évolution d'Internet, c'est l'intelligence artificielle, avec toute la notion de développement d'algorithmes, etc., de réflexion sur la recommandation. Donc, aujourd'hui, on est dans une phase où ça va très vite. Il y a une masse d'informations, puis on va revenir là-dessus, qui est très importante. Et donc, il faut que les machines s'adaptent à cette masse-là et soient capables de sortir de l'intelligence de tout ce qui est disponible. Un petit recap, on parle toujours de découvrabilité, donc on pense éventuellement toujours au principe de la recherche. Si on se souvient, dans les années 2000, la recherche, c'était débrouille-toi. Vous posiez une question ou des mots-clés à ce moment-là, puis on nous présentait une forêt de liens, puis on faisait confiance à notre cerveau pour être capable d'identifier la bonne réponse ou celle qu'on estime être la bonne réponse. On a avancé un petit peu, puis, parce que la masse d'informations commençait déjà à s'ajouter. Puis les moteurs de recherche ont dit, on va peut-être vous aider un petit peu. Donc, on avait la notion des recommandations, de pouvoir se positionner, chercher à être le premier lien, le deuxième lien, le troisième lien. Pourquoi? Pour favoriser la rencontre entre la question et le bon contenu et faire que nous soyons des internautes satisfaits et puis qu'on continue à utiliser Internet. C'était une voie qui a ouvert une boîte de Pandore parce qu'en fait, aujourd'hui, quand on pose la même question, on ne va pas obtenir de l'aide, on va obtenir une réponse. Donc, on est de plus en plus éloigné de la masse de l'information disponible au profit de ce qu'on estime être la bonne réponse à votre question. Donc là, on voit que tout d'un coup, notre tunnel est en train de choix et de décision est en train de se réduire considérablement. Et que l'enjeu n'est plus d'être présent parmi les multiples liens disponibles sur Internet, mais d'être positionné au bon endroit pour pouvoir être la réponse à une question auquel un internaute pourrait poser. Pourquoi et comment ça fonctionne ça? La révolution, elle s'ancre sur quoi? En fait, mots, mais il n'y avait aucune notion de sens. On disait la même chose. Aujourd'hui, la notion du traitement naturel du langage et l'acronyme à quoi ça correspond. Et en fait, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'aujourd'hui, Berthe est capable de cheval et un cheval à bascule. Aujourd'hui, Google est capable. Aujourd'hui, on est face à des algorithmes qui sont capables de comprendre ce qui est écrit. Donc, le contexte. Je voudrais rentrer une pizza margarita, ben, le moteur ne va pas travailler sur la notion de pizza margarita. Ce n'est pas des images de pizza margarita que Google va vous afficher, c'est des adresses.
contexte des communications. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que tout d'un coup, un site web devient éligible à être la réponse à une question. Ça veut dire qu'il faut travailler son contenu web. On dit, et sur ce que l'on veut être perçu. Donc, ça veut dire qu'il va falloir travailler sur le sentiment. Ou neutre. Si vous voulez être une réponse dans les deux cas, il va falloir que vous, votre contenu soit toujours passif. On va travailler sur la structure. Il faut qu'il soit capable de se retrouver rapidement. Aussi, si la réponse à la question se trouve en bas du cinquième scroll, il réponse à la question du cinquième écran, mais soit rapidement dans le premier. Une idée par phrase, bien entendu. L'orthographe et la ponctuation. Ça, c'est quelque chose qui avait pas peu d'importance, mais qui n'était pas critique, mais qui le devient. Si je vous dis ce soir on mange les enfants et que je mets ce soir on mange virgule les enfants, vous avez compris que on va manger, mais que je ne mangerai pas les enfants. Si je dis ce soir on mange les enfants, que je ne mets pas de virgule, ce que vous allez comprendre, c'est que je vais manger les enfants ce soir. Mais Google fait exactement la même chose. Donc, la notion d'orthographe et de ponctuation devient importante pour lui permettre de comprendre ce que vous dites. Donc, on comprend que on est dans une relation aux algorithmes qui est beaucoup plus intime que ce que ça n'a jamais été. Parce que on n'est plus dans le mot-clé, on n'est plus dans le tag, on est dans le mot-clé et dans le tag, mais on est dans le contenu, dans le contexte. Donc, un site web aujourd'hui devient un véritable cheval de Troie qui va permettre d'injecter dans la machine de l'information contextuelle qui va lui permettre de savoir exactement qui on est et de pouvoir nous présenter aux personnes qui devraient nous connaître, mais qui ne sont pas capables de nous nommer encore. Donc, les algorithmes, aujourd'hui, on sait qu'ils ont pris le contrôle. Pourquoi? Parce qu'on est dans une dimension de données gigantesques qui sont publiées chaque jour. Mais la majorité de ces données-là ne sont pas explicites. C'est-à-dire que quand vous publiez une image ou une vidéo, ce n'est pas une image ou une vidéo, c'est un fichier qui a un poids et qui a un nom. Mais ça ne dit pas ce qui est dans l'image et ça ne dit pas ce qui est dans la vidéo. Si on veut voir nos extraits vidéo, nos teasers, nos photos, nos illustrations utilisées à bon escient, il va falloir dire c'est quoi qu'il y a dans l'image, c'est quoi qu'il y a dans la vidéo. Et ça va aider aussi à quoi? Ça va aider à faire fonctionner les algorithmes parce que aujourd'hui, leur quête, c'est d'identifier ce que l'on aime et éventuellement ce qu'on aimerait. Et c'est là où la rencontre se fait entre quelqu'un qui a un besoin, qui n'est pas capable forcément de l'exprimer clairement, mais à travers l'ensemble de son intention, il est capable de lui pousser des réponses. Je prends un exemple. Au Québec, on va souvent utiliser le mot licence pour parler de permis de conduire. C'est le seul pays, le seul endroit où le mot licence va être associé à la notion de permis de conduire. Mais à partir du moment où vous êtes au Québec et que vous avez utilisé ce genre de terme, les algorithmes vont vous pousser des réponses qui correspondent aussi au permis de conduire. Et contextuellement, vous n'aurez même pas le champ, même pas la chance de voir autre chose. Vous allez voir ça. Donc, on comprend que le langage, aujourd'hui, on est dans une vraie relation avec les algorithmes, même si on a l'impression qu'ils ont beaucoup plus de pouvoir. Et ils en ont du pouvoir, mais on est capable d'être dans une relation qui est peut-être plus équilibrée qu'on ne le pense. Aujourd'hui, clairement, les moteurs de recherche sont devenus intelligents. Et ça veut dire qu'on a une vraie responsabilité à communiquer les choses aussi. Donc, à chaque fois qu'on va poser un geste dans le milieu du numérique, on est capable de pouvoir en tirer un bénéfice si on le fait de la bonne manière. Pourquoi c'est important? C'est aussi, c'est que on comprend aussi que la notion d'homonymie devient importante. Si on parle de quelqu'un, ça peut être 2 ou 3 personnes différentes.
Le seul moyen aujourd'hui qu'on va avoir de clarifier ce flou-là, d'éviter d'être assimilé à quelque chose que nous ne sommes pas, c'est de travailler aussi sur les identifiants uniques. Ça, c'est quelque chose qui est important d'avoir en tête, c'est que on le connaît dans la notion de le ISBN pour les livres et les publications, ou l'ISNI pour les créateurs et les créatrices. On le trouve aussi avec Wikidata lorsqu'on crée une présence dans Wikidata, on va créer un numéro unique qui est attaché à cette personne ou cet objet-là. Grâce à ces numéros-là, on est capable de ne pas avoir de doute. L'ISBN du dernier livre de Michel Houellebecq, ben, je dirais, il est sans aucun doute, ça sera le même livre dont tout le monde va parler. Donc, c'est très intéressant d'avoir toujours en idée cette idée d'avoir la possibilité de s'associer à des numéros et des identifiants uniques qui vont nous permettre de nous retrouver partout et de nous laisser un peu partout dans le web et d'être capable de nous retrouver. Et si on regarde par rapport au fric, le fait d'avoir travaillé dans Wikidata, ça a permis de créer des identifiants uniques pour les créateurs aussi. Et donc, de commencer à s'assurer qu'on permet aux moteurs d'indexation, de référencement, de faire le tri entre deux personnes qui peuvent porter le même nom. Alors, on comprend. Non. Oui, vas-y. C'est ça. Alors, on comprend que tout ça, on fait ça pour Google. Hein? Dans le fond, c'est le moteur de recherche qui est le plus utilisé au monde. On parle de 6,9 milliards de requêtes par jour. 80 000 requêtes chaque seconde, c'est énorme. Puis encore là, ces chiffres-là datent peut-être de quelques mois, là, ça augmente continuellement. Et ce qui est intéressant, c'est le chiffre il y a 500 millions de nouvelles requêtes par jour et 15 de ces requêtes-là sont des nouvelles requêtes. Donc, la découvrabilité, c'est aussi de se rendre découvrable lors de ces nouvelles requêtes-là pour des gens qui ne nous connaissent pas. Donc, c'est d'autant plus important. Et évidemment, YouTube, les plus jeunes, leur premier moteur de recherche n'est pas Google, mais YouTube. Donc, c'est important, surtout en audiovisuel, on va le voir un peu plus tard, là, mais il y a des espaces clés où on doit être pour se rendre le plus découvrable possible là, en audiovisuel. YouTube en fait partie de ces espaces clés. Pourquoi aussi c'est important la découvrabilité? Parce qu'il y a quand même un phénomène qui est présent et qui est grandissant, c'est l'ascension des assistants vocaux, donc les Alexa de ce monde. Il y a de plus en plus d'utilisateurs. Et quand on parle de Wikidata, par exemple, Wikidata, il y a des recherches, des résultats de recherche qui vont être pris en compte par les assistants vocaux. On va-tu rentrer dans les... Ouais. Excusez-moi dans le détail du chiffre. Ouais, bof. C'est sûr qu'il y a... dire que c'est très... il y a une augmentation de ce phénomène-là. Il y a de plus en plus d'utilisateurs. Donc, la découvrabilité, ça sert, oui, pour les moteurs de recherche, mais ça sert aussi pour se positionner lors des requêtes qui sont faites aux assistants vocaux. C'est ça, puis et les assistants vocaux, on entend aussi les téléphones cellulaires, hein, parce qu'on sait que presque 60% des recherches faites à partir de téléphones cellulaires sont faites à partir de la voix. Donc, il faut être disponible dans ce genre d'interaction parce que quand on est dans le domaine du vocal, on n'est plus du tout dans le domaine de l'image. Donc, la réponse qu'on va nous renvoyer, c'est pas forcément des liens, ça va être un son, ça peut être une page web directement, etc. Donc, il faut être capable d'être disponible dans ce genre d'interactivité-là grâce aux métadonnées, grâce aux données qu'on va donner, qui vont être capables de pouvoir, aux assistants vocaux, de construire ces réponses-là. Oui, puis il y a toujours une petite anecdote, moi, que j'aime raconter par rapport aux assistants vocaux. Il y a une délégation québécoise en découvrabilité qui s'est rendue à Haïti dans un cadre de projet sur la littérature. Et donc, ils ont rentré des écrivains, des noms d'écrivains haïtiens dans Wikidata. Et ils ont fait justement un test avant l'entrée de ces noms-là. Quand on faisait une requête sur les assistants vocaux, les noms ne ressortaient pas. Et après l'ingestion, l'import des données dans Wikidata, une requête sur les assistants vocaux prenait en compte les noms des écrivains haïtiens. C'est quand même intéressant. Mais si on ne l'utilise pas nécessairement, c'est pas tout le monde qui utilise les assistants vocaux, donc peut-être qu'on peut ne pas y penser, mais il faut y penser même si on ne s'en sert pas. Voilà. Donc, ce qui nous amène à une définition de la découvrabilité, il y en a plusieurs, mais celle, nous, qu'on a retenue, c'est celle qui a été produite dans le cadre
projet franco-québécois par le ministère de la Culture et des Communications du Québec et le ministère de la Culture en France. Et c'est que la découvrabilité d'un contenu, on parle dans l'environnement numérique, se réfère à la fois à sa disponibilité en ligne et à sa capacité à être repéré parmi un vaste ensemble d'autres contenus, notamment par une personne qui n'en faisait pas précisément la recherche. Comme on l'a dit tout à l'heure, se rendre découvrable, c'est se rendre découvrable pour les nouvelles recherches, pour des gens qui ne nous connaissent pas. Mais la découvrabilité, là, on parle d'environnement numérique, mais elle est multidimensionnelle. Et on a créé, dans le fond, un schéma pour montrer cette multidimensionnalité-là de la découvrabilité, qu'on a appelé les 4 piliers de la découvrabilité. Et donc, on a 4 cadrans. Les 2 premiers cadrans en haut, donc celui en haut à droite, on parle de promotion, souvent on dit la promotion traditionnelle, donc les achats médias, de publicité à la télévision, dans les magazines, les journaux, radios, etc., relations publiques, les concours, les événements. Donc, là, on s'adresse aux humains. Même chose pour le marketing numérique, donc tout ce qui est contenu dans les réseaux sociaux, les achats de mots-clés, les bannières, les publicités sur le web. On est vraiment dans la conversation avec les humains. Donc, souvent, quand un nouveau produit sort, un nouveau film, évidemment, il y a des activités de promotion, mais c'est du très court terme. Là, tout le monde va en parler, les médias vont en parler. On est dans de la séduction. On dit aux humains, venez voir mon film, venez voir mon émission de télé, tout ça. Mais une fois que la promotion est terminée, souvent, ben là, ça fait place à un nouveau produit, un nouveau film, un nouveau livre, etc. Là, les 2 cadrans du bas, nous, c'est là qu'on agit. En fait, c'est comment on parle aux machines, en fait. Comment on documente nos contenus, nos films, nos séries télé. Comment on les documente pour que les machines, justement, en prennent compte. Comment les moteurs de recherche peuvent en tenir compte. Et là, on est vraiment dans la conversation avec les machines, puis on est à plus long terme. C'est vraiment plus pérenne. Les actions qu'on peut faire, justement, en SEO, métadonnées liées structurées, qu'on va voir plus précisément plus tard, ça, on s'assure une présence à long terme, tandis que les 2 cadrans du haut, ben, on s'entend qu'on est plus dans le court terme. Alors, nous, on agit, pour le fric, on a principalement agi en métadonnées liées structurées, mais aussi en SEO. La plupart de nos mandats, c'est ça. Demandez-nous pas de faire une campagne télé. Ça, c'est pas notre domaine. Alors, dans le fond, la découvrabilité, ça se résume à structurer des données non structurées pour générer la découvrabilité, parce qu'à partir du moment où les données ne sont pas structurées, comme par exemple un courriel, on est dans de la donnée non structurée. Par contre, quand on rentre de la donnée dans Wikidata, par exemple, ou dans Wikidata, dans Wikipédia, Wikicommons, dans IMDb, on structure les données. Donc, on fait en sorte que les moteurs de recherche vont comprendre le sens et vont pouvoir faire des liens. Alors, comment passer d'une fiche de base, par exemple, où il y a le titre d'un film, son réalisateur, sa description, 1 ou 2 classifications, 3 ou 4 mots-clés, à une fiche enrichie pour les nouveaux outils de découvrabilité et le web sémantique, où là, on pourrait avoir 500 à 1000 mots-clés qui identifient la géolocalisation, les personnes qui travaillent sur le film, la date de sortie, etc., les images, les affiches. Alors, c'est ça qu'on va voir tout à l'heure, comment on a travaillé sur le mandat du fric et sur d'autres mandats en audiovisuel. Mais ce qu'il faut savoir, en fait, pour démystifier, en fait, quand on parle de documenter nos contenus, souvent, vous allez entendre créer des métadonnées. Mais c'est quoi une métadonnée? C'est une donnée sur une donnée. Comme par exemple, un film, il y a plusieurs... Les métadonnées d'un film, ça va être son titre, ça va être sa description, son synopsis, ça va être son réalisateur, tous les gens qui travaillent sur le film. Et chaque donnée, dans le fond, si on le documente pas avec des métadonnées, ben le moteur de recherche peut se tromper. Comme par exemple, Vénus, c'est un mot, c'est une donnée. Mais si on ne dit pas au moteur de recherche qu'est-ce que c'est, il peut se poser la question et dire oui, c'est une déesse, c'est une planète, c'est une œuvre d'art, mais c'est aussi un rasoir pour femmes. Donc, c'est important de
documenter nos contenus pour leur donner du sens, pour que les moteurs de recherche comprennent qu'est-ce qu'ils doivent comprendre sur nos œuvres. Alors, c'est dans l'univers du web sémantique, on ne parle pas en, c'est comme les bases de données relationnelles, là, une ligne verticale, une ligne horizontale, on parle en graphe de connaissances, donc on parle en 3 éléments qui sont interconnectés, et ces mettons, 3 éléments de base est connecté à un autre 3 éléments, et comme ça à l'infini. Ici, on a pris comme exemple le film Dune. Alors, si on prend le premier gros triangle rouge, le triplet, Dune est un film, donc, ce qui est sorti en 2021, qui a été réalisé par Denis Villeneuve. Denis Villeneuve est un réalisateur de films qui a aussi réalisé Sicario, mais il y a aussi Luca Guadagnino, qui est aussi un réalisateur de films, qui a fait le film Call Me By Your Name, dont la vedette est Timothée Chalamet, comme dans Dune. Donc, vous voyez, tout ça est interrelié. Alors, quand on parle de données structurées liées, c'est exactement l'illustration qu'on peut en tirer. Donc, tout ça, ça se connecte au réseau global, international, parce que tout le monde collabore dans les espaces collaboratifs comme Wikidata, Wikipédia. Et c'est ça. Donc, c'est ça qu'on s'est attardé à faire pour le fric. Évidemment, tout ce qu'on vous dit là, ce n'est pas immuable, ce n'est pas une recette magique, ce n'est pas le secret de la caramilk. Il y a quand même toutes sortes de choses qui peuvent arriver. Il y a plusieurs, comme on disait, dimensions. Il faut quand même se préparer. Tu sais, les documents, on ne se lance pas dans un exercice de découvrabilité sans se préparer, donc sans préparer nos contenus. Il faut penser aussi de façon stratégique, qu'est-ce qu'on veut, quel auditoire on veut atteindre, qu'est-ce qu'on a comme objectif stratégique. Ça prend de la ténacité. Jean-François, tout à l'heure, disait en début, c'est du travail à temps plein, la découvrabilité. Je ne suis pas tout à fait d'accord avec lui. C'est peut-être au début, si on n'est pas découvrable, si on n'a pas documenté nos contenus, puis on décide de le faire, c'est sûr qu'au début, ça peut demander énormément de temps. Mais une fois que le processus est mis en marche, après ça, c'est comme de l'entretien. Tu sais, c'est comme entretenir une voiture. À un moment donné, tu as juste comme un changement d'huile à aller faire, contrairement à changer toutes les pièces de ton auto. Jean-François, je pense que tu veux parler. Oui, c'est ça. C'est pour le mettre en place. C'est beaucoup pour le mettre en place. Puis de comprendre le processus pour intégrer les données et tout ça. Tu sais, j'ai encore l'image des membres du fric avec le programmeur, puis ils sont sortis, puis j'avais l'impression qu'ils sont sortis brûlés avec des gros yeux, genre, OK, comment je fais ça chez nous? Oui, non, je peux comprendre, ça peut faire peur, mais en même temps, on donne une formation à l'INIS, on l'a donné l'année passée, on la redonne cette année, puis on va vous montrer, là, dans nos études de cas, on a un étudiant qui a appliqué tout ce qu'on lui a montré, puis c'était fabuleux, là, les résultats qu'il a obtenus en très peu de temps. Mais donc, si je continue, oui... Je sais que tu as raison par rapport au fait que quand c'est intégré, quand c'est mis en place, nous, on continue à remplir le bottin avec les nouveaux membres, avec des œuvres. On fait à chaque année, on récupère les données, puis on peut les intégrer facilement. Là, tu sais, c'est déjà... quand c'est mis en place, ça va super bien. Oui, c'est ça. Après ça, c'est de la maintenance et de la ténacité aussi. Il faut être persévérant parce que la découvrabilité, c'est pas genre one-shot deal. OK, on fait de la découvrabilité, puis c'est fini. Les algorithmes évoluent. Nos produits aussi, nos œuvres évoluent. Par exemple, un réalisateur, là, s'il commence avec un film, l'année suivante, il va en faire un autre, puis un autre, puis un autre. Donc, il faut continuer à documenter ces nouveaux contenus-là. Puis aussi, il ne faut pas oublier que c'est un travail de collaboration. Dans le sens que, comme Jean-François le disait, il y a le FRIC est une association professionnelle, donc a travaillé pour ses membres, mais aussi les espaces de collaboratifs comme Wikidata, Wikipédia, Wikicommons, il y a des contributeurs qu'on ne connaît même pas qui peuvent nous aider à la découvrabilité de nos contenus. Des fans de cinéma, par exemple, qui vont se mettre à créer du contenu. Un article Wikipédia, vous allez découvrir « Ah, tiens, j'ai un article Wikipédia. » En tant que réalisateur, je ne savais même pas. Tu sais.
Fait qu'il y a cette optique-là. Nous, on dit souvent la découvrabilité, c'est l'affaire de tous. Fait qu'on n'est pas tout seul dans cette démarche-là. C'est vraiment un travail de collaboration. Comme par exemple, il y a tous les films qui passent au TIFF, au Festival de Toronto. Le TIFF, eux, ils sont très au fait de la découvrabilité, donc ils vont aller automatiquement créer des fiches sur IMDb qui vont contribuer à la découvrabilité d'un film. Donc, ça, c'est merveilleux. Si les réalisateurs n'ont pas à le faire, mais il y a quelqu'un d'autre qui le fait pour lui, ben, c'est tant mieux. Mais il faut quand même faire une veille pour s'assurer qu'effectivement, comment on parle de nous sur le web, premièrement, est-ce qu'il y a des contributeurs que je ne connais pas qui ont dit des choses qui ont écrit des choses sur mes films ou quoi que ce soit. Donc, c'est important de faire de la veille et de compenser. Si jamais il y a des vides, ben, d'aller remplir ces vides-là. Puis si les vides ont déjà été remplis par quelqu'un d'autre, ben, on est content. Puis c'est tant mieux. Alors, ben, ça nous amène aux études de cas. On va vous en présenter plusieurs, mais on va d'abord s'attarder sur celle du fric. Hein. Donc, en 2022, on en est où en est le fric sur le front de la découvrabilité? Alors, en fait, on va un petit rappel du mandat. Donc, en 2020, effectivement, Jean-François a convenu qu'on allait agir pour augmenter la découvrabilité des membres. Donc, c'est quoi? Ça veut dire 75 réalisateurs, il y avait 225 films. On avait décidé donc de faire une stratégie de valorisation des membres, donc d'aller travailler dans Wikidata, IMDb, Wikidata pour publier des fiches sur chacun des réalisateurs, publier des fiches aussi sur les films, et s'assurer que sur IMDb, les profils des réalisateurs étaient complets ou au mieux très avancés. Et il fallait aussi s'attaquer à la refonte du site web parce que un des éléments fondamentaux au niveau du site web, c'est que le site web aujourd'hui devient une véritable usine à métadonnées grâce à un langage qui s'appelle schema.org. En fait, c'est des balises, c'est du code qui est complètement transparent pour l'humain. Ça ne change absolument rien à ce que vous voyez à l'écran quand vous arrivez sur le site Internet. Par contre, dans le code, les machines, les outils d'indexation vont identifier des balises qui vont les interpeller directement. Et ces balises vont donner du sens à ce qui est présent sur la page. Donc, on va pouvoir dire que, par exemple, sur cette page-là, c'est une personne ou c'est un objet vidéo. Et là, on va pouvoir décrire l'objet vidéo, l'entreprise, la personne, le lieu ou l'événement, etc. Et donc, ces balises, ce qu'elles font, c'est qu'elles vont augmenter le niveau de référencement, la qualité de compréhension de l'indexation de ce qui est dans le site web. Et là, tout d'un coup, on commence à mettre en place un cercle vertueux entre la présence dans des espaces qui sont très forts en génération de métadonnées comme Wikidata, IMDb, mais aussi en renforçant le site web avec ce système de balises, on est en train de créer un écosystème qui donne du sens à l'ensemble des contenus qui sont détenus et déposés à l'intérieur de celui-ci. Donc, le processus, on l'a fait en 3 étapes. On a fait d'abord un import des données de personnes. Donc, on a travaillé sur les 75 réalisateurs. On a publié des informations identiques pour chacun d'entre eux. Le nom, le prénom, l'occupation, la ville dans laquelle ils opèrent, etc. Donc, on a fait très attention de ne pas donner d'informations sensibles ou privées. Donc, c'est vraiment des données descriptives qui permettent de savoir que Jocelyn Ford, c'est un réalisateur qui a réalisé Noël en boîte, par exemple. Et on a fait de l'import de données de films, donc on a travaillé sur des films pour chacun de ces réalisateurs pour être capable de relier des œuvres à ces personnes. Donc on se souvient du petit schéma qu'on a fait avec Dune. Donc là, on commence à voir on est en train de créer des liens entre tout ça. Et on a donc travaillé le site web en disant ça doit devenir une machine à métadonnées. Donc on a retravaillé pour l'architecture. Vous vous souvenez tout à l'heure, je vous disais que pour l'optimisation SEO, j'ai travaillé sur la structure, la concision, la façon dont le texte est construit et des balises schema qu'on a mis à l'intérieur de chacune des pages. Ça a donné quoi? Ça a donné plusieurs choses. Petit rappel, nous, le mandat s'ancrait vraiment dans le 4e cadran et un peu dans le 3e, mais on a beaucoup travaillé dans la conversation avec les machines. Donc, on s'est détaché vraiment de la promotion et du marketing numérique. On a vraiment agi dans le long terme, donc assurer la présence, qui était vraiment le mandat initial que Jean-François nous avait donné. Les résultats, c'est quoi? C'est d'abord un nouveau site web.
pour ceux du membres du FRI qui ont de l'intérêt aussi pour le FRI, vous avez remarqué que le site web a changé. Donc, l'accueil, il y a du film, etc. Puis donc, on a travaillé sur différents éléments de structure. Le mandat, c'était les membres. Donc, c'était important de prendre soin de présenter le répertoire des membres d'une manière très efficace pour d'abord que l'expérience usagée soit agréable pour l'internaute humain, mais pour les machines, que ça dise énormément de choses et qu'on favorise l'indexation des pages et la compréhension de ce qui est dans chacune des pages. Donc, on a retravaillé l'espace des membres. On a créé des nouvelles fiches pour chacun des membres avec des informations identiques pour chacun d'entre eux dans la mesure où elles étaient disponibles. Et donc, mais les liens extérieurs, les emails, les présences sur les différentes plateformes, etc. Puis, un portrait qui rassemble et qui parle de chacune des personnes. On a travaillé donc sur la structure du site web, le nouveau site web. On a travaillé sur les balises schema, comme je vous disais. Donc, dans la page de chacun des membres du FRIC, on a installé des balises, donc une qui s'appelle personne. Et vous voyez que si on prend l'exemple de la page Alexandre Loukos, ben, on le présente. C'est une personne qui s'appelle Alexandre, son nom c'est Loukos, il y a une description, il y a tous les liens clés qui rassemblent la personnalité numérique d'Alexandre et qui valorise le contenu qui est identique sur le site web du FRIC. Si je peux me permettre, Véronique. Bien sûr. Juste, oui. Dans le fond, ce qu'on voit là, la fiche d'Alexandre Loukos, on a toutes les informations du membre. Et ce qu'on voit dans le fond, c'est le code. Oui, c'est l'envers de gauche. Dans le fond, on retrouve la même information qu'on a sur le site web, sauf qu'il y a une étiquette pour chacun. Donc, c'est là qu'on dit à la machine, Alexandre Loukos, c'est une personne. Le paragraphe que tu as là, c'est la description de tel film. Le titre qui est en dessous, bon, vous comprenez, c'est ça de la structuration de données. Fait que donc, on a structuré les données du site web, mais dans le code, là, évidemment, si on ne va pas dans le code, on ne le voit pas, mais c'est le travail en arrière-plan qui est pris en compte par les machines. Et tout à l'heure, quand Jean-François disait ça prend des professionnels pour faire ça, en l'occurrence, on a travaillé avec un intégrateur web qui connaît bien le principe de la balise schema et donc qui a été capable d'installer ces balises-là d'une manière récurrente, ce qui fait qu'à chaque fois que Jean-François va créer, par exemple, une nouvelle fiche, automatiquement, les balises schema vont être inscrites et elles vont être remplies avec les informations du nouveau membre. Exactement. Donc, ce que l'on voit, c'est ce qu'a produit l'intégrateur à l'intérieur du site Internet et qui rentre en communication avec la machine. Donc, c'est dans ce sens-là où, effectivement, comme Jean-François le pointait, on ne peut pas être tout dans la vie. Et là, ça a pris vraiment un intégrateur qui était tout à fait agile à manipuler ce genre de choses-là. Oui. Par contre, c'est vrai que pour les balises schema, ça prend un intégrateur web, un développeur qui comprend ce que c'est pour pouvoir vraiment l'intégrer dans le code. Mais tous les autres espaces clés de découvrabilité en audiovisuel, comme là, ce qu'on voit, c'est Wikidata. On parle des articles dans Wikipédia, de mettre des images, des affiches de films ou des logos dans Wikicommons. Ça, vous n'avez pas besoin d'un intégrateur web, là. Ça, il y a des interfaces, vous pouvez le faire vous-même. Tout à fait. Pour ça que dans Wikidata, nous, on l'a fait d'une manière, on l'a automatisé parce qu'il y avait un petit pool de 75 personnes, mais vous pouvez, vous tous, aller vous assurer de votre présence dans Wikidata. Si vous n'y êtes pas, vous créez. Puis vous avez tout un pas à pas qui vous accompagne, mais c'est quelque chose qui est assez facile à faire. On est allé travailler aussi les fichiers IMDb, on se souvient, au niveau du mandat, on l'avait identifié comme étant une présence importante. Donc, on s'est assuré que chacun des membres ait une présence minimale assurée dans IMDb. Donc, on commence à voir qu'on consolide l'environnement et d'une manière cohérente. C'est-à-dire qu'on dit les mêmes choses à des endroits différents. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que quand les moteurs de référencement et d'intégration se promènent, ils vont être capables de tirer des fils et de dire hey, mais c'est formidable parce qu'on me dit la même chose partout sur la même personne. Donc, il y a des chances que ce soit vrai. Ça donne quoi dans le résultat? Donc là, maintenant, on va vous montrer un petit peu les résultats, comment la machine a réagi finalement après toutes ces actions. Ça nous a pris un certain temps à tout mettre en place, etc. Parce qu'il y a quand même 75 personnes, donc il a fallu rassembler les données, etc. Et donc là, maintenant, en 2020, si on prend l'exemple de Alexandre Loukos, on voit qu'on avait une présentation correcte, mais qui est assez puissante. En fait, on ne sait pas qui c'est. Hein. On sait que c'est un scénariste, mais le positionnement est un petit peu désordonné.
Aujourd'hui, quand on cherche Alex Loukos ou Alexandre Loukos, on nous signale que il est membre du Fric. Hein. On voit qu'on a un petit à propos. Donc, Alexandre étudie le cinéma à Paris, etc. Donc, s'aventurant sur tour. Non, on nous parle d'Alexandre Loukos. Et ce qui est très intéressant, c'est qu'on voit qu'il y a cette extraction-là, elle a été faite à partir du site du Fric. Et ça, c'est vraiment bien parce que ça veut dire que le site du Fric aujourd'hui est considéré comme un lieu qui est crédible. Comme des fois, il va faire des extractions dans Wikipédia, mais là, il s'est permis de faire une extraction dans le site du Fric. Ça veut dire que le niveau d'autorité et de crédibilité du site du Fric est très élevé. Puis on voit qu'à gauche, on a un ensemble de liens qui représentent les traces d'Alexandre Loukos à travers l'univers numérique. Donc, on le voit, Lapsus Film, qui est la compagnie pour laquelle il travaille, qu'il a créé. On voit sa page sur IMDb, son lien sur LinkedIn. On voit le labo.ca, le site web sur lequel on peut le trouver aussi, et le site du Fric. Et à droite, on a des films qui sont disponibles. Et où on voit que c'est vraiment la machine qui a produit ça, c'est que vous avez dans la petite colonne de droite, le dernier petit bouton, il y a marqué « Revendiquer ce panneau dynamique ». Ce que ça dit, c'est que la machine l'a produit toute seule. Et qu'il n'y a personne qui a dit « Je veux que tu dises ça de moi ». Et en cliquant sur « Revendiquer ce panneau dynamique », Alexandre pourrait dire « C'est moi, Alexandre, donc je revendique que c'est bien de moi que tu parles » et il pourrait même venir ajouter des éléments. Donc, on voit que là, ce que la machine a fait, c'est qu'elle a construit un portrait en fonction de tout ce qu'on a réussi à lui signifier autour d'Alexandre Loukos. Oui, puis juste revenir en arrière. Vous voyez, dans le fond, la colonne de gauche, là, les liens qu'on voit, Alexandre Loukos, le Fric et tout ça, c'est vraiment le travail de SEO, là, le troisième cadran qu'on a vu dans les piliers de la découvrabilité. Puis ce qui est en haut, donc Alexandre Loukos, chef monteur, puis à droite, là, à propos, ça, c'est vraiment le travail, le résultat des métadonnées liées, structurées. Exactement. Donc, les deux ensemble constituent une page complète, mais quand on travaille, si on fait juste un site web, on va se retrouver dans les résultats de recherche, là, comme on est habitué de voir. Mais si on travaille les métadonnées de façon liée, structurée, bien là, on va apparaître en haut, puis on va voir des exemples où ça peut être encore plus enrichi, ou à droite avec notre fiche, on appelle ça un knowledge card là, de Google. Là, on apparaît à droite ou on apparaît en haut. Donc, c'est un peu l'objectif qu'on doit poursuivre. C'est ça. Puis là, si on regarde d'autres membres, par exemple, Andrea Saulnier. Donc, Andrea Saulnier, on voit que pareil, il y a de l'information, mais bon, c'est pas clair. On a une idée qu'effectivement, elle est réalisateur de films. Mais par contre, aujourd'hui, voilà, c'est ça donne. Aujourd'hui, Andrea Saulnier est réalisatrice de films, on voit des images, on voit des liens vers les lieux pertinents, et on est capable d'aller chercher de l'information au sujet de ces films. Et donc, on a un portrait qui est beaucoup plus illustré. On voit les captures écran, comment il a retravaillé l'iconographie. Et donc là, on est dans un résultat qui est complètement dynamique et qui présente un portrait d'Andrea Saulnier qui est très humanisé, en fait. On n'est plus du tout dans le lien. Si on regarde aussi Denise Bouchard, on avait déjà une réponse qui était quand même très, très, très bien organisée. Denise Bouchard avait une petite extraction déjà au niveau du Fric et tout ça en 2020. Aujourd'hui, on voit qu'on est dans une présentation qui ressemble beaucoup plus à ce qu'on a sur téléphone cellulaire. Ça, c'est une des grandes transformations de Google cette année. C'est qu'en fait, avant, on avait une présentation qui était très ordinateur ou une présentation très téléphone mobile. Puis souvent, quand vous êtes sur vos téléphones mobiles, on revoit ces petites pastilles bleues, aperçus, films, programmes TV. Ça, avant, c'est ce qu'on voyait uniquement sur nos téléphones. Aujourd'hui, cette vue uniformisée, avec des niveaux de profondeur d'accès à certains types de contenus, est en train de s'imposer dans la version ordinateur. Et donc là, on a vraiment une redéfinition du portrait, de la présentation du portrait de Denise Bouchard, et on voit que on est capable d'aller voir des films et des programmes télé. Et si je clique sur films et programmes télévisuels, là, on a accès au catalogue de ces films sur lesquels on peut aller chercher plus d'informations. Et on voit la fiche IMDb qui est très, très forte devant. Là, on est toujours dans la découvrabilité, on est toujours dans la réflexion de dire mais comment raccourcir la distance entre l'œuvre et le public. Puis là, on a un exemple typique, c'est que rapidement, on a accès aux œuvres
de Denise Bouchard. Et quelqu'un qui cherche de l'information ou qui veut découvrir cette information-là a accès tout de suite à l'œuvre. Donc, on voit qu'on raccourcit considérablement la distance entre l'œuvre et le public en permettant, grâce au travail métadonné, de construire des portraits qui sont super intégrés et qui permettent d'avoir accès tout de suite à l'information complète. Dernier exemple, au niveau du fric, on a fait des tests à peu près sur tous les membres. Les membres, oui, excusez-moi. Et on est à regarder aussi pour Azouz Bezaz. Donc, ouais, on n'a pas idée. On voit que les membres du fric, c'est pas clair. C'est vraiment pas clair. Aujourd'hui, Azouz Bezaz, on sait qu'il est président du conseil d'administration du fric. Et on a accès à ces capsules, à ces films sur YouTube, chose qu'on ne voyait pas avant. Donc, on voit qu'il a monté tout de suite les capsules vidéo. Donc, encore une fois, on raccourcit la distance entre le monde de l'artiste que vous cherchez et le public. Et on a accès à droite, dans la petite colonne, vous voyez qu'il nous a rajouté un petit élément vers ces films. Et si on veut en savoir un petit peu plus. Et si on veut en savoir un petit peu plus, je réaffiche une nouvelle fiche qui, là, il me dit, lui, c'est un réalisateur. J'ai accès à ces films encore à droite. Et si je clique sur les films, là, je commence à rentrer vraiment en creux dans les films. Et vous voyez qu'on m'amène tout de suite à pouvoir voir les films. Donc là, on est dans, je dirais, dans un des éléments, entre guillemets, rêvés pour Google. Pourquoi? Parce que ce que Google cherche dans la vie, c'est ce qu'on appelle le zéro clic. Le zéro clic, c'est vous garder le plus longtemps possible sur sa page de réponse. Et pour ce faire, nous, comme stratège au niveau numérique, on doit réfléchir à lui permettre d'avoir des éléments qu'il peut assembler à son goût pour nous permettre de donner le maximum d'informations sans nous envoyer à travers des sites web, à travers le web. Donc là, on voit qu'on a posé une question un petit peu large. Il nous a dit, à mon avis, Azouz Bezaz, c'est ce type-là de personnalité, c'est la bonne réponse. Il nous propose à droite d'aller un petit peu plus loin. Et en allant plus loin, il nous le signale comme étant maintenant un réalisateur. On a de nouveau accès à ces films. Et on voit que tous les films qui sont reliés au profil et les professionnels qui ont des films disponibles sur les plateformes, l'affichage est tout de suite beaucoup plus enrichi. Pourquoi? Parce que YouTube est un très gros vecteur de métadonnées et de pouvoir faire le lien entre les deux, ça augmente la découvrabilité. Et donc là, on peut aller voir un petit peu plus profondément dans les films et là, on peut rentrer dans le détail. Puis, on vous demande même de donner votre avis. Est-ce que vous avez vu ce film? Et on fait le lien avec le réalisateur, c'est Azouz, etc. Donc, ce qui est très intéressant, c'est que nous, en découvrabilité, on le dit souvent, il faut éviter à tout prix de créer des cul-de-sac. Donc, à chaque fois qu'on arrive quelque part, il faut qu'on soit capable de retourner là où on était ou d'aller un petit peu plus loin et de jamais arriver dans un cul-de-sac. Et là, on voit qu'en fait, si je cliquais sur Azouz Bezaz à droite, je reviendrais sur la page du réalisateur et je pourrais aller voir d'autres films qui m'emmènent. Et donc, on est dans un cercle vertueux qui fait qu'Azouz Bezaz a une vraie existence parce qu'il n'est jamais dans le fond d'une ruelle abandonnée tout seul sur le web. Et la découvrabilité, c'est ça, c'est la relation en fait entre des données, entre elles et le groupe, le corpus auquel il se rattache. Et en cela, le fric en bénéficie beaucoup parce que tous ces portraits-là valorisent l'information qui est présente sur le site du fric. C'est pour ça que c'était important qu'on travaille sur le site web du fric pour avoir cette stratégie de valorisation des membres et permettre à Google de construire pour chacun des membres un portrait ramassé et qui parle réellement des personnes dont on devait s'occuper. La petite dernière, Émilie Martel, ça c'était intéressant parce que Émilie Martel était complètement dévorée sur le web par une personne qui ne fait pas du tout du cinéma. Et donc, on a pu voir la différence aujourd'hui avec le travail. Émilie Martel, aujourd'hui, par rapport à l'ensemble des métadonnées des données disponibles, apparaît vraiment comme une réalisatrice. Et là, encore une fois, si on clique sur ces films, on a accès aux films et on est capable de pouvoir dire oui, je l'ai vu.
absolue. Et vous voyez qu'on est capable de revenir vers Émilie Martel et encore une fois, la page du fric et la page du film pour le fric est mise en premier, etc. Donc, on a une valorisation de l'ensemble du travail qui permet de faire qu'on présente aujourd'hui des portraits valorisés des membres du fric et à travers eux, le fric est en donc la question c'était est-ce qu'en 2022 où on est le fric sur le front de la découvrabilité, je pense qu'on peut dire que l'objectif est atteint. On a définitivement augmenté la découvrabilité de ses membres et que c'est quelque chose qui va continuer à se cristalliser. Bien entendu, ça prend de la veille, ça prend des vérifications, des petites choses comme ce que je viens de vous présenter, des tests sur Google, etc. Donc, aujourd'hui, on est face à un regroupement professionnel qui existe. Et la production de méthodologie dans Wikidata, la concentration de l'information dans l'IMDb et tout le retravail de la structure du site web ont permis d'obtenir ces résultats pour les 60 ans. Et c'était l'objectif qu'on cherchait à rencontrer. Donc, je pense qu'on peut être satisfait. Et le fric est en très bonne position sur le front de la découvrabilité. Bon, merci beaucoup. Je pense qu'on pourrait se parler jusqu'à après l'apéro même. Mais je pense que de toute façon, il y aura plusieurs volets de présentation sur la découvrabilité. Jean-François, merci beaucoup d'avoir mis à disposition ce partage d'informations de ce qui est tout le travail qui a été fait pour le fric en particulier. Merci à toi, Ben, pour l'invitation. Les gens sont partis petit à petit parce que ça a duré, mais c'est quand même bon signe. Il y a encore des gens avec nous. Nous, on va partager le lien de l'enregistrement auprès des membres qui n'ont pas pu être là aujourd'hui. Et puis aussi, Véronique et André, si vous me partagez votre document de présentation, je vais aussi l'envoyer à nos membres pour que ce soit épluché. Et puis, s'il y a des questions qui me sont posées, je vous les relayerai, puis quitte à reprogrammer un rendez-vous. D'accord. Mais merci beaucoup pour l'invitation, puis c'était très agréable. Vraiment. Ça fait plaisir. À bientôt. Oui. À bientôt. Bye, bye tout le monde. Bye bye. Bye bye.